qu'on a créé une vraie place à Founders Future sur la scène d'investissement en amorçage en Europe et qu'on en est fier parce qu'on a cette fierté de dire que finalement, tout l'argent qu'on investit dans les entreprises, déjà crée de l'emploi, crée des success stories que tu as citées. Il y a à peu près aujourd'hui 90 entreprises en portefeuille dans Founders Future. Certaines changent énormément la donne parce qu'on a une volonté vraiment de flécher notre argent vers des modèles qui sont beaucoup plus respectueux, qui changent la donne vis-à-vis du consommateur final. Je pense à Yuka par exemple, je pense à 900 Care dans l'hygiène, je pense à plein de boîtes de ce qu'on appelle de tech for good qui mixent l'entrepreneuriat et la technologie au service d'un monde qui doit s'améliorer, donc c'est sans utiliser de grands mots. Voilà, on pense que le moteur entrepreneurial, c'est un vrai bon moteur pour faire bouger les lignes. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous allons nous amuser un peu en remontant le temps pour revenir quelques années en arrière. Il se trouve que le point de départ du parcours professionnel de mon invité, et c'est un drôle de clin d'œil, est le même que le mien. Tous les deux, nous avons commencé au début des années 2000 dans une start-up de comparaison de prix, lui chez Quelcou et moi chez Buy Central. Et oui, j'ai le grand plaisir de recevoir Marc Ménassé, dont le CV est long comme le bras, serial entrepreneur. Il a, entre autres, cofondé Nextedia, France Digital, Menlook, Épicerie, et plus récemment Founders Future, qui est un venture studio dont la mission est de concentrer ses investissements sur les phases de seed. La casquette d'investisseur est d'ailleurs celle qui convient certainement le mieux aujourd'hui pour définir Marc. Au passage, juste quelques noms de boîtes dans lesquelles il a investi, 900 Care, Omi ou encore Lydia. On pourra en ajouter facilement une bonne dizaine d'autres. Éclairés par ces expériences multiples, nous allons pouvoir revenir sur les évolutions qui ont structuré la tech et plus particulièrement le e-commerce toutes ces dernières années. Nous ferons également un focus sur le volet investissement pour connaître le point de vue de notre invité sur les enjeux actuels. En effet, après une année 2022 assez singulière pour les levées de fonds avec au final des montants records, 2023 semble se dessiner comme une année de transition. Enfin, nous aborderons le futur. À côté de la tech, et là je pense particulièrement à l'IA et au Web3, les organisations se trouvent face au challenge du développement durable, comme cela nous a été rappelé en mars dernier à l'occasion du One-to-One de Monaco. Bref, une conversation qui s'annonce d'avance passionnante. Mais avant de commencer, Marc, peux-tu te présenter en quelques mots ? Eh bien Cyril, c'est gentil pour cette présentation. Écoute, donc aujourd'hui j'anime Founders Future. Donc Founders Future, c'est un fonds d'investissement qui est financé par des entrepreneurs au service des entrepreneurs. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On intervient donc sur la phase d'amorçage. La phase d'amorçage, elle concerne, je dirais, les 18-36 premiers mois d'une entreprise où on a généralement une belle équipe et une belle équipe, en tout cas la plus belle qui soit. Une thématique à adresser et un modèle, et puis on se met à travailler tous ensemble, au-delà du sujet financier, parce que quand tu investis, tu vois, tu me qualifies comme investisseur, mais au fond, quand nous on intervient avec Founders Future, il n'y a rien de financier. On intervient au début pour vraiment créer la colonne vertébrale du business aux côtés des fondateurs, faire en sorte que l'entreprise trouve son marché, donc c'est le fameux product market fit, voilà.
qu'on les accompagne derrière sur toute la partie business développement. Donc, vraiment qu'on mette du fuel dans la machine, que ce soit sur la partie B2C à travers du marketing online, du growth marketing, ou à travers du B2B sur toute la structuration du BizDev. Et enfin, tout le talent pour faire tout ça, parce que c'est quand même la clé du succès. Donc, on est une équipe d'un peu plus d'une dizaine de personnes ici chez Founders Future. On voit des milliers de projets par an, partout en Europe, qui viennent nous pitcher. On fait quelques centaines de rendez-vous, tu vois, de l'ordre de 6 à 800. Ensuite, on fait une due diligence et on investit des tickets en pré-amorçage. Donc, c'est-à-dire lorsqu'il y a pré-seed, quand il y a un PowerPoint, de l'ordre de quelques centaines de cas euros jusqu'à 1 million, un peu plus d'1 million et plus quand l'entreprise se développe. C'est un job qui est très difficile parce qu'en fait, en particulier en amorçage, si tu veux, c'est pas comme quand la boîte est mature. Quand la boîte est mature, tu peux te reposer sur des critères qui sont des critères tangibles quand tu fais de l'investissement, c'est-à-dire en gros un bilan, un compte de résultat, une satisfaction client, bref, je passe différents critères. Là, tu es dans un moment de l'entreprise qui est vraiment embryonnaire et donc tes critères de décision de ton investissement reposent sur beaucoup de convictions liées qui sont sectorielles, une très très fine analyse du management et de sa capacité à exécuter et à emmener son projet là où ils te le disent, et une dynamique de marché, quoi. Parce qu'en fait, si tu veux, même si aujourd'hui on fait de l'investissement, c'est probablement le stade d'investissement qui est le plus entrepreneurial qui soit. D'ailleurs, dans le monde entier, la nouvelle vague des fonds d'amorçage est souvent opérée par des entrepreneurs parce qu'en fait, plus tu as été opérationnel, donc tu as managé des hommes et des projets, quoi. Plus tu es en capacité de comprendre. Voilà, plus tu es en capacité d'avoir une bonne grille d'analyse, d'avoir surtout et le bon œil. Ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. On va d'ailleurs revenir dessus un peu plus en détail plus tard. Mais avant d'arriver aujourd'hui, tu as un parcours qui légitime ça. Le Founders Future, ça a quoi 4 ans. 4 ans. Voilà, en 2018. Alors, c'est vrai que jamais j'aurais pu créer Founders Future, créer un véhicule d'investissement, même avoir de la légitimité auprès des entrepreneurs, transmettre à mon équipe si je l'avais fait avant. Oui, parce qu'avant, tu as tout un parcours. C'est une accumulation d'expériences que je dirais, que je qualifierais de deux sortes. Une première, des expériences entrepreneuriales où j'ai fondé des entreprises, fait l'intégralité du cycle, c'est-à-dire en gros les créer, lever de l'argent, atteindre la rentabilité et sortir. Des succès et des échecs, parce qu'en fait, on stigmatise souvent l'échec en France, mais l'échec me donne aujourd'hui énormément de bons réflexes, même si c'est dur à vivre. Tu parles des succès et des échecs, tu peux nous en donner un ou deux là, qui illustrent chacun? Je sais pas, je veux dire, quand on a fait Nextedia avec mes associés, on a créé un opérateur dans le marketing digital qui était extrêmement singulier, gros, qui avait beaucoup grossi, plusieurs centaines de personnes basées à Paris, une académie, 300 clients. La proposition de valeur La proposition de valeur, donc c'était d'être un one-stop shop techno et service sur les métiers du marketing en ligne, c'est-à-dire en gros le SEO, le SIA, la créa, le CRM. Et avec beaucoup de techno en transverse propriétaire. On parle de ça entre 2004, 2005 et 2010. C'était des années où, en effet, on est arrivé avec une proposition de valeur qui était vraiment très innovante. Et donc, voilà. Donc ça a été un grand succès. Épicerie, que tu citais, qui est la marketplace des commerçants de quartier qu'on a créé avec Edouard et Elsa, a été un succès exceptionnel. Écouter, dont l'épisode est disponible sur les Digital Doers. Voilà, et ensuite, quand on a fait de l'e-commerce, c'est un métier extrêmement difficile. Menlook a été une aventure très dure et nous a appris et m'a appris énormément de choses. Et puis en parallèle de ça, c'est vrai que l'autre partie de ma vie professionnelle a été dédiée à la transmission et au fait que j'investisse en tant que business angel très tôt, à partir de 2005. J'ai investi dans un peu plus d'une quarantaine d'entreprises entre 2005 et fin 2017 où j'ai décidé de créer Founders Future et avec pareil des succès et des échecs. Alors des très grosses boîtes qui sont sorties, qu'on a précédées. Je
Je pense notamment à Tids, qui a été un succès extraordinaire dans les vidéos, hein, voilà, dans la publicité digitale. Mais je pense dans l'e-commerce, au petitballon.com, qu'on a créé de toutes pièces avec Martin et l'équipe. Le Petit Ballon, qui est l'épisode juste avant le tien. Ah bah voilà. Donc, qui a été publié la semaine dernière. Et ben voilà, donc tu vois, la vie est bien faite. Et donc voilà, et je dirais que l'ensemble de ces expériences m'a amené à un moment donné à réfléchir, à apporter une nouvelle proposition de valeur dans l'investissement, dans un segment où les financiers de carrière ne peuvent pas bien évoluer parce qu'en fait, ils sont par définition financiers et pas opérateurs. Et comme on le disait précédemment, l'amorçage, c'est tout opérationnel. Et donc, ça fait qu'on a créé une vraie place à Founders Future sur la scène d'investissement en amorçage en Europe et qu'on en est fier parce qu'on a cette fierté de dire que finalement tout l'argent qu'on investit dans les entreprises déjà crée de l'emploi, crée des success stories que tu as cités. Il y a à peu près aujourd'hui 90 entreprises en portefeuille dans Founders Future. Certaines changent énormément la donne parce qu'on a une volonté vraiment de flécher notre argent vers des modèles qui sont beaucoup plus respectueux, qui changent la donne vis-à-vis du consommateur final. Je pense à Yuka par exemple, je pense à 900 Care dans l'hygiène, je pense à Zenride qui fait du leasing de vélos électriques pour les entreprises, je pense à plein de boîtes de ce qu'on appelle de tech for good, donc qui mixent l'entrepreneuriat et la technologie au service d'un monde qui doit s'améliorer, donc c'est sans utiliser de grands mots. Voilà, on pense que, et c'est une conviction forte qu'on a chez Founders Future, c'est que le moteur entrepreneurial, c'est un vrai bon moteur pour faire bouger les lignes, qu'il ne faut pas attendre grand-chose des pouvoirs publics ou des gros industriels qui ont une legacy très forte et un héritage très fort. En revanche, les entrepreneurs, quand ils se réveillent un matin, qu'ils ont une idée, et qu'ils ont une conviction, qu'ils ont une force de travail, bah là, on s'aperçoit que ça fait plutôt des miracles. Et donc, c'est ce qu'on aime faire au quotidien. Comment tu faisais avant pour sourcer finalement les projets d'investissement dans lesquels tu t'es engagé? C'était un peu en fonction de ce qui t'était présenté parce qu'on connaissait Marc Ménassé, on lui dit tiens, il va peut-être être intéressé par mon projet. Comment tu faisais? Bah moi, j'ai déjà toujours donné du temps à des entrepreneurs. C'est-à-dire, même si j'étais pas investisseur, j'ai toujours reçu dans mon bureau ou été au contact d'entrepreneurs parce que je considère que l'intelligence collective, c'est clairement une énorme force, et en particulier dans des métiers que tu découvres et dans des industries qui se créent, comme ça a été le cas dans la nôtre, parce que la tech et le digital, c'est une industrie qui, de façon perpétuelle, se crée depuis maintenant 30-40 ans. Et donc, j'ai toujours dédié du temps à ça. Et puis, de fil en aiguille, quand tu dédies du temps, tu fais des rencontres. Quand tu fais des rencontres, tu te dis que tu peux pousser le truc un peu plus loin. Et en poussant le truc un peu plus loin, tu deviens associé. Et je dirais que même, tu vois, on parlait de Martin Ohannessian du Petit Ballon, mais je peux en citer plein. C'est devenu des amis. Parce qu'en fait, on a vécu des histoires phénoménales ensemble. Et ce qui au fond, m'anime. C'est ce temps passé à créer ensemble. Alors, avec des situations d'ailleurs qui peuvent être difficiles, parce que l'entreprise, on le citait précédemment, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, des bas. On dit souvent ça peut être un marathon sprinté, c'est vrai. Et je dois dire que j'ai toujours essayé de donner le maximum de moi-même et aujourd'hui d'une équipe d'une plus d'une dizaine de personnes pour être une sorte de support. Un peu comme dans une équipe de sportifs, quoi, et qui fait qu'au quotidien, on se sent épaulé et rassuré, parce qu'en fait, tu le vois, toi, tu es entrepreneur, on sous-estime souvent, je dirais, la solitude de l'entrepreneur, et d'avoir un cercle d'actionnaires, d'associés qui sont présents, qui connaissent le business, qui connaissent la problématique au quotidien, qui connaissent les RH, qui connaissent le marketing online, qui connaissent les sales, qui connaissent... voilà. Comment ça se passe finalement à l'intérieur d'une entreprise vraiment, pour de vrai, ça a beaucoup de valeur. Bien sûr. Comment tu regardes finalement les 10, 15, 20 dernières années? Tu as été témoin des évolutions et des changements qui ont eu lieu dans l'industrie en général de la tech et du digital, avec peut-être un focus plus fort sur le e-commerce. Comment tu regardes ça, ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu vois de structurant de ce qui s'est passé avant qu'on ne parle de la suite? Si je devais retenir le plus structurant, c'est qu'en fait, si tu regardes il y a 15 ans, 20 ans, 10 ans, déjà l'entrepreneuriat, ce n'était pas quelque chose d'évident.
C'est-à-dire que sorti d'école ou après avoir fait une carrière, 3, 6 ans, 9 ans dans une boîte, c'était pas quelque chose qui était, particulièrement en France, si tu veux, qui était d'une évidence, une grande évidence. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément évolué parce que c'est synonyme, l'entrepreneuriat, c'est un vecteur d'émancipation, c'est un vecteur d'expression, c'est acquérir de la liberté. Tu vois, tu en es un bon témoin. Tu vois, c'est aller un peu au bout de ses rêves. Alors certes, le chemin est long, il est semé d'embûches, mais au moins il y a une sorte de fierté qui est assez incroyable quand on entreprend et qu'on délivre finalement ce passage de l'idée à quelque chose qui existe, qui a des clients qui sont satisfaits et une équipe, des recrutements, etc. Donc je dirais qu'il y a vraiment ce rapport à l'entrepreneuriat qui a énormément évolué. Et puis le deuxième facteur qui est lié, c'est un écosystème. Et c'est un écosystème de savoir-faire. Aujourd'hui, tu vois, c'est assez marrant, mais pourquoi l'entrepreneuriat a autant le vent en poupe, tu vois, à la sortie d'école, ce qui n'était pas du tout le cas à notre époque. Voilà. C'est qu'en fait, il y a accès à un savoir qui est majoritairement online, hein, qui est dingue. Qui est dingue. T'as accès aux gens, t'as LinkedIn, t'as accès à du savoir parce que les gens font des podcasts comme les tiens. C'est pour ça que je passe du temps avec toi parce que je considère que c'est un super vecteur et un super moyen de transmettre. Des chaînes YouTube, des tutos. Donc en fait, tu as le manuel finalement pour à peu près tout et te lancer. Tu veux, voilà. Et le deuxième point, donc ça c'est le savoir. Et le deuxième point, c'est les technos. C'est qu'en fait, tu vois, tu parles d'e-commerce. Dans les années 2000, tu lançais un e-commerce qui était généralement développé en propriétaire, en PHP, il n'y avait pas trop de framework. Voilà. Et puis un jour, il y a eu WordPress, et puis il a créé des extensions, et puis il y a eu PrestaShop, et puis il y a eu des anglo-saxons, il y a eu l'arrivée de Shopify, je dis souvent, et puis c'est une révolution parce qu'aujourd'hui, tu peux ouvrir un e-commerce en no-code. En no-code, en quelques minutes. N'importe quelle personne peut lancer un e-commerce. Et puis, une fois que tu avais un e-commerce, le problème, c'était d'avoir du trafic. Donc, c'était compliqué d'aller dans AdWords, machin et tout. Donc, voilà. Et aujourd'hui, tu ouvres un compte sur Instagram, tu commences à faire des belles photos de ton produit, tu commences à véhiculer quelque chose et tu commences à le vendre. Et en fait, je schématise là pour aller vite, mais c'est le cas dans beaucoup d'industries. Ouais, le corollaire de tout ça, c'est que la compétition est beaucoup plus forte. Exactement. Alors donc, on en vient à un point qui est important, c'est que la sélectivité, du coup, est extrêmement forte, d'où l'intérêt de se lancer de façon réfléchie, avec une proposition de valeur qui soit singulière, et pas seulement se dire qu'on fait un coup. Mais je dois dire que l'opportunité business, en même temps, n'a jamais été aussi grosse, quoi. Et je suis d'accord avec toi, je voudrais t'interroger sur un point, puisque j'en ai entendu quelques-uns qui sont passés ici. Donc, si tu citais le petit ballon, j'ai interviewé leur nouveau CEO, Gilles Raison, la semaine dernière. Je crois qu'un des succès du petit ballon, il y a différents critères, mais un des critères, c'est la création de la marque. Il y a un travail fort qui a été produit sur la marque. Alors, il y a le business model de l'abonnement qui est singulier, ça c'est la singularité de la façon avec laquelle on adresse le marché, mais avec un travail très fort qui a été fait sur la marque. Je citais aussi Bonsoir, qui est Nicolas, qui est passé aussi dans ce podcast, qui vend du linge pour la literie. Du linge de maison. Du linge de maison, qui a fait un énorme travail sur la marque. J'ai aussi eu Bibs, il n'y a pas longtemps, sur la seconde main enfant. Sur la seconde main enfant en C2C, donc qui est un peu le Vinted du produit pour enfants, qui adresse une verticale et qui ne peut marcher que parce qu'il y a un travail très fort qui a été fait sur la marque. Eh ben, c'est un très bon point parce que, tu vois, Bonsoir, je me suis associé, j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas au tout début, il avait quelques mois d'existence et donc on est associés maintenant depuis plus de 4 ans ensemble. C'est une success story extraordinaire. Tu parlais du petit ballon, c'est le cas, mais en e-commerce, on pourrait parler de 900 Care que tu citais sur l'hygiène, de Waterdrop en Autriche qui est sur un produit qui permet de donner du goût et des nutriments à l'eau et de faire soi-même sa boisson. Et le dénominateur commun de tout ce monde-là, c'est qu'en fait, ils ont une vision de l'entrepreneuriat et de l'entreprise qui est extrêmement complète et très long terme.
C'est-à-dire qu'ils considèrent que, en fait, on n'est pas là pour vendre un produit, on est là pour créer de la désirabilité, créer du repeat business et créer un véritable fonds de commerce. Et un véritable fonds de commerce, tu le crées parce que ta marque, elle véhicule des valeurs dans lesquelles les gens se reconnaissent. Alors, c'est pas forcément, ça parle pas forcément à tout le monde, c'est pas le but. Mais le but, c'est d'avoir une audience, si tu veux, et d'une clientèle qui soit engagée, qui fasse du repeat, qui soit satisfaite, qui en parle. Et c'est comme ça, au fond, que tu crées les plus beaux actifs. Tu regardes, on a la chance d'avoir créé l'une des plus belles marques direct-to-consumer mondiales, qui est Cézanne. Je crois aujourd'hui, Cézanne, ils ont coché absolument toutes les cases d'une entreprise exceptionnelle, rentable depuis le début, un ADN de marque extrêmement singulier, énormément copié. Et je pense qu'en effet, ça fait partie de la recette pour créer des belles histoires. À côté de ça, c'est ce qui est compliqué dans l'e-commerce, si tu veux, c'est que des compartiments du jeu, il y en a beaucoup dans l'e-commerce. C'est pour ça que c'est un métier extrêmement difficile. C'est que dans l'e-commerce, je dirais l'expérience client, le niveau est juste mis, le standard est mis par Amazon, donc avec une efficacité redoutable. C'est ce que les gens attendent. Que tu sois petit, gros, moyen, c'est ce que les gens attendent. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un bon service client, une bonne capacité de shipping et de préparation commande, des méthodes d'acquisition c'est l'exécution client. des opérations, en fait. Voilà. Et avec un nombre de compartiments du jeu important, et en particulier quand tu fais du direct-to-consumer, où tu dois créer ton produit, le sourcer, etc. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais peu d'élus. C'est qu'en fait, d'avoir une équipe d'entrepreneurs, et on en revient toujours aux femmes et aux hommes qui font les entreprises, qui a conscience de tout ça et qui arrive à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver et dépasser, je dirais, tu vois, souvent on dit en marque direct-to-consumer, on commence à être intéressant et sérieux au-dessus de 5-7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, il y a très très peu d'élus, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas facile. Non. Donc on en revient au changement qu'on a observé, tu le décrivais, il y a la tech qui donc, a évolué sur les dernières années, l'écosystème en général, la facilité avec laquelle on peut rentrer en contact avec des talents, trouver des tutos, des retours d'expérience, enfin c'est assez entre guillemets facile par rapport à il y a 20 ans. Est-ce que tu vois un autre point qui symboliserait ou qui expliquerait ou qui... Le dernier point important, c'est le financement. Il n'y avait pas de financement. Jusqu'à il y a encore même 6-7 ans, il n'y avait pas de financement. C'est-à-dire que le financement était très bas. Il était non seulement très bas, il y avait très peu de fonds d'investissement, il y avait très peu de business angels. Et en fait, il y a eu, alors en particulier en France, un push très important des pouvoirs publics, et en particulier de la BPI, voilà, pour nourrir les fonds d'investissement qui investissent dans les fonds. Nous, chez Founders Future, on n'a pas d'argent public, on n'a que de l'argent qui vient d'entrepreneurs, en grande majorité, à plus de 80%. D'ailleurs, le fonds, il est doté de combien Alors aujourd'hui, le fonds, il y a plusieurs fonds à l'intérieur, mais en fait, sous gestion, on a à peu près de l'ordre de 200 millions d'euros. Ce qui est une bonne taille. D'accord, c'est une super taille, mais d'autant plus quand on investit en amorçage. Mais oui, tu vois, des fonds comme nous, ça n'existait pas il y a encore 10 ans. Il y avait des fonds de série A, il y avait des grandes marques du marché qui étaient là, mais qui faisaient 5, 7, 8 deals par an. Enfin, ça courait pas les rues. Des business angels, franchement, quand moi j'ai commencé, on se comptait sur 2 mains. D'ailleurs, on faisait beaucoup les dossiers ensemble. D'ailleurs, on les fait encore beaucoup ensemble. Je pense à mon ami Michael Benabou, celui qui a cofondé venteprivée.com, qui a cofondé VP, qui a un véhicule donc d'investissement qui s'appelle Financière Saint-James. On fait des deals ensemble. Xavier Niel, à travers Kima, qui est animé par Alexis et Jean de la Roche-Brochard, on fait des deals toujours ensemble. C'est finalement les entrepreneurs qui ont réussi sur les dernières années, qui ont permis d'accélérer la transformation du financement. Sur les business angels, complètement, parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, et c'est vraiment, je crois, ce qui nous anime tous, il y a une volonté de give back, qui n'est pas, quand je parle de give back financier, il y a une volonté de give back sur la transmission d'un savoir, d'un accompagnement, et de pouvoir participer à des nouvelles aventures. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise énormément l'argent entrepreneurial. Voilà. Et ensuite, il y a eu à chaque étape dans la chaîne de financement, qui est un peu comme une chaîne alimentaire, des fonds d'investissement
professionnelle, dotée d'enveloppes qui ont énormément grossi ces 5-10 dernières années, et qui permet, à chaque stade d'investissement et de croissance de l'entreprise, de doter de l'entreprise, à travers des fonds français, européens, anglo-saxons et asiatiques, de flécher énormément d'argent. Et c'est pour ça qu'on a vu pendant les dernières années, alors clairement moins en 2023 et moins en 2022, mais jusqu'à encore 2021 et le début 2022, des très gros tours de financement pour créer des grands champions. Oui, alors justement, tu fais une super transition sur le financement. Je le disais en introduction, l'année dernière a été une année très singulière parce qu'elle était coupée en deux. Il y a le premier semestre qui était dans la suite des années antérieures en termes de capacité à lever des fonds. Et puis il y a le deuxième semestre où on a vu les choses se ralentir. Bon, cumulé 2023 est une année record en termes de levée de fonds. Avec cette dichotomie entre le premier et le deuxième semestre, 2022, 2023 s'annonce, si je comprends bien, comme une année de transition. Les gros montants qu'on avait l'habitude de voir, on les voit beaucoup moins, voire pas du tout. C'est une année que tu caractériserais de comment? Est-ce que c'est favorable justement au seed ou est-ce que... C'est quoi ton point de vue sur le sujet? Alors déjà, il faut retracer un tout petit peu ce qu'on a vécu, c'est-à-dire en particulier avec le Covid. En fait, on a vécu une accélération de la digitalisation des entreprises et des comportements du consommateur inégalés. C'est-à-dire que, je te prends un exemple, mais l'alimentaire, la pénétration e-commerce de l'alimentaire, elle a fait x3 post-Covid, x3 par rapport à 2019. Donc, si tu veux, il y a eu des pas de géants. Ce qui a du coup, ces pas de géants ont déclenché un appétit en fait des investisseurs mondialement pour particulièrement flécher de l'argent vers la tech et le digital, que ce soit sur le côté, donc les marchés financiers, donc toutes les boîtes qui ont fait leur IPO et qui se sont cotées, et les boîtes qui étaient non cotées, et donc avec des gigatours et des valorisations extrêmement importante, qui était combinée à un facteur, je suis désolé, je rentre dans le détail un peu macroéconomique, mais qui était corrélé à un facteur, qui était que, en fait, les taux étaient extrêmement bas, que donc l'argent ne rapportait rien et que donc la croissance était extrêmement bien valorisée. Je dirais la croissance s'est tassée post-Covid, donc tout le monde a atterri. Les marchés financiers ont intégré ça. Les taux, de façon évidente, parce que la planche à billets a tellement fonctionné, ont commencé à remonter aux États-Unis et l'Europe a suivi le pas. Et donc, il y a eu une sorte de correction où la croissance n'était plus du tout valorisée comme précédemment. Et en plus, les niveaux de croissance ont ralenti, puisque mécaniquement, tout le monde était tellement gavé au sens propre et figuré, si tu veux, en digital et en tech. Tout le monde avait pris son abonnement Zoom, tout le monde avait commandé online, si tu veux, sur Uber Eats, Instacart ou épicerie. Et donc, forcément, les choses sont revenues ont commencé à se tasser de manière assez violente à partir de l'automne 2021 et en particulier donc sur les marchés. Et ça s'est descendu des marchés vers le non-coté avec chaque stade d'investissement. Et donc, ça a affecté toute une industrie, l'industrie des boîtes de la tech, dont un grand nombre ne sont pas rentables et dont la croissance repose sur le fait de mobiliser de l'argent de façon régulière à travers des grosses levées de fonds qu'on voyait dans les médias pour pouvoir investir dans leur croissance. Et puis, ce réveil, c'est un vrai wake-up call, il a fait que des entreprises se sont trouvées dans une posture qui était une posture difficile. Donc, et c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui, à n'importe quel stade, on va dire, de l'entreprise, où ça a forcé, je dirais, et c'est plutôt une très bonne chose, les fondateurs de ces entreprises à accélérer le point de break-even, de rentabilité, pour juste rentrer dans un âge de raison qui est on ne peut plus nécessaire, puisque je dirais deux choses. La première, c'est qu'on ne devient pas indépendant en levant de l'argent. Hein. On devient indépendant en vendant son produit, en ayant une équation économique qui soit viable. Hein. Plus on lève d'argent, plus on a d'emmerde. Parce que par définition, plus on lève d'argent, plus on devra le rendre un jour. Donc ça crée une épée de Damoclès importante sur la tête des fondateurs et de l'entreprise. Et puis le deuxième point,
c'est que le premier vecteur de croissance, c'est l'augmentation de son chiffre d'affaires, de sa marge brute et des différentes économies d'un business, quoi. Et donc, ça a créé un électrochoc sur le marché qui est très bénéfique et donc aussi en ce moment une sorte de sélection importante entre les business qui sont des must-have et qui ont une vraie proposition de valeur et qui ont une vraie croissance et une équation économique saine, et des business qui ont levé dans la période d'euphorie. Ouais, là je vois très bien à qui tu penses parce que je les ai eus aussi. On peut penser à Gorillaz avec le quick commerce, des gens comme ça qui ont levé des milliards et on voit aujourd'hui que Totalement. Ça ne fonctionne pas. A contrario, d'autres boîtes, et je pense par exemple à Back Market, Oui. qui a levé de l'argent pour repousser en fait sa rentabilité dans la mesure où il voulait ouvrir de nouveaux pays, donc aller chercher des parts de marché. Finalement, ça va les contraindre à ralentir leur développement, mais il y a un business qui est beaucoup plus sain derrière. Mais c'est totalement le cas. Ça reste une entreprise, tu cites Back Market, tu cites Doctolib, tu cites plusieurs Miracle, tu cites des grandes entreprises de la tech française qui sont des fleurons clairement industriels. C'est des entreprises, ok, elles avaient, on va dire, elles étaient en 5e, et puis elles sont repassées en 3e, un régime qui est un régime plus Tenable. ouais, tenable, exactement, c'est le terme, et qui clairement a pas de quoi faire rougir. Je veux dire, c'est formidable de croître de 40, 50%, 60% en améliorant l'intégralité de son équation. C'est top. En ayant lancé les États-Unis, en faisant de la croissance externe. Donc, en fait, c'est juste, moi je dis souvent dans l'entrepreneuriat et dans l'entreprise et dans la croissance, quelquefois, tu peux pas accélérer les temps de cuisson. C'est-à-dire que c'est le meilleur moyen pour faire mal. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait aller trop vite sans pouvoir finalement absorber cette croissance. Donc aujourd'hui, on rentre dans une phase de maturité, l'âge de raison quelque part, c'est toi qui emploies ce terme. On voit les entreprises se diriger à plus grands pas vers la rentabilité. En ce qui concerne le seed. Alors l'amorçage. Donc l'amorçage, ouais. En fait, le point, c'est que l'opportunité de marché sur la tech et le digital, elle n'a jamais été aussi importante. Voilà, qu'on se le dise, c'est qu'en fait, quand on prend des très grands secteurs, il y a quand tu regardes, tu prends le secteur de l'énergie, donc avec le véhicule électrique, tu regardes la rénovation énergétique, tu regardes l'intelligence artificielle, tu regardes la santé, tu regardes la transition alimentaire. C'est des secteurs qu'on adresse, qui sont vraiment au cœur de notre thèse d'investissement chez Founders Future. L'opportunité de marché n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Donc, ça crée pas mal de vocations. Le point, c'est que le financement est un petit peu plus difficile. Donc, les équipes, avant de sortir et se lancer, elles réfléchissent à deux fois, ce qui est très bon pour nous parce qu'on se retrouve dans un marché où les équipes qui se lancent, il y en a beaucoup et elles sont très bonnes. Et d'ailleurs, guess what, quand tu regardes les plus belles boîtes de la tech, elles se sont souvent créées dans les périodes difficiles, exactement. Donc, en l'occurrence de 2003, 2004, 2005 ou 2008, 2009. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer. On assiste vraiment à une nouvelle génération d'entreprises et d'entrepreneurs qui adressent des thématiques, d'ailleurs, plutôt assez deep tech, donc avec un renouveau, si tu veux, d'innovation qui est fort, donc sur le Web 3. Donc, et tout ce qui tourne autour de la blockchain, de la décentralisation, voilà, tout ce qui est autour de la green tech et tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle. Et on va voir que cette année, l'année prochaine, vont se créer les prochains grands champions Doctolib, Miracle des années 2027 à 32. Ouais. Voilà, exactement. Donc là, c'est une bonne période pour toi. C'est une super période. C'est pas un élan d'optimisme, on le voit tous les jours. Moi, je suis vraiment subjugué par le niveau de talent, si tu veux, d'ingéniosité, de marché qui se crée et qui s'ouvre au quotidien. On est très actif. Voilà. Alors oui, on est plus sélectif, mais on est extrêmement actif. On a, depuis le début d'année, donc on est en avril, on a fait une dizaine de deals, une dizaine d'investissements. C'est beaucoup. Ça veut dire que le nombre de dossiers, lui, croît aussi, mais ils sont en plus de qualité supérieure ?
Exactement. Exactement. Alors, le nombre de dossiers ne croît pas forcément, parce qu'en fait, il y a eu énormément de création d'entreprises ces 2-3 dernières années. Parce qu'en plus, ce dont on n'a pas parlé, mais je serais ravi de dire un mot dessus, c'est que avec le télétravail, les gens ont réussi à combiner pro et perso, et donc à se dire, bah, je vais me barrer et je vais créer une boîte. Et donc tout ça, ça a quand même créé un volume d'entreprises créées fort, important. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y en a moins, mais beaucoup mieux. Ok, bon, tant mieux si la qualité Voilà. est au Less is rendez-vous. more. Laisse-moi. Tu as commencé à parler des secteurs dans lesquels vous investissez. Euh, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, et tu l'as à nouveau évoqué, IA, Web3, Green Tech, transformation green, ou Green Revolution, enfin, Mhm. on parle de la même chose. On le dit, on l'a entendu à Monaco, c'est la priorité numéro un du sondage qui nous avait été présenté des retailers, c'est justement les aspects de durabilité. Comment tu vois le futur plus en détail que ce que tu viens de nous dire? Est-ce que il y a des combinaisons de tout ça? Quand tu parles du Web 3, on pense Metaverse, mais aujourd'hui, le côté médiatique du Metaverse est plus qu'il a été. C'est l'IA qui prend le dessus, avec un nombre d'utilisateurs beaucoup plus grand que celui du Web 3. Comment tu perçois tout ça? Alors, bon, dans toutes ces grandes thématiques, il y a des use cases, donc vraiment des utilisations qui sont diverses et variées. Nous, ce qui est sûr ici, c'est que quand on regarde une entreprise, avant tout, ce qu'on regarde, c'est bien sûr son niveau d'innovation, mais sa capacité à déployer son produit de façon assez soutenue, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, qu'elle trouve des clients, et donc forcément que ça réponde à des problématiques. Le Web3, qui a un grand mot, et en effet, tu as cité le metaverse, mais c'est pas ce que moi je retiendrai. C'est aussi la blockchain et la décentralisation. Et aujourd'hui, dans la blockchain, tu as énormément de use cases possibles, notamment sur des thématiques de traçabilité dans le shipping, contrats de propriété, tu vois, pour vérifier la véracité d'un contrat de propriété, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les biens dans le luxe, que ce soit voilà, à plein d'égards. C'est possiblement rattacher un certain nombre d'informations à un bien. Tu vois, l'autre jour, j'étais avec un entrepreneur qui expliquait qu'il allait, pour les facility managers, donc les gens qui gèrent des immeubles pour les grandes entreprises, attacher l'intégralité des contrats de maintenance dans la blockchain à un immeuble. Donc ça veut dire qu'en fait, un peu comme un coffre-fort, pour schématiser pour nos auditeurs, tu pourrais avoir dans la blockchain inscrit l'ensemble des contrats avec les notices de l'immeuble sur chacune des machines, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont digitalisées, mais limite, c'est un PDF qui est digitalisé, alors que là, ça va beaucoup plus loin, quoi. Donc il y a plein de use cases, si tu veux, dans le Web3, et dans le Web3, il y a la crypto. La crypto, il y a eu des hauts, des bas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une population mondialement qui est adepte de ça, qui est en défiance des institutions financières et qui juge qu'il y a un monde demain dans lequel on ne fait plus confiance à sa monnaie et on veut une monnaie qui soit décentralisée, qui appartienne du coup à personne et dont le crowd, donc les gens qui la détiennent, sont les régulateurs finalement. Alors tout ça doit composer avec le monde réel. Parce que c'est des vrais enjeux financiers. Donc typiquement dans le Web3, tu as beaucoup d'entreprises qui sont en train de faire le pont, la passerelle entre la crypto, qui est un monde décentralisé, et la vraie vie. Donc voilà, ça passe par des PSP crypto, donc ils vont pouvoir sur les sites e-commerce faire en sorte qu'on accepte de la crypto. Ça passe par des outils de KYC, donc Know Your Customer, pour être sûr qu'il y ait une traçabilité qui soit bonne. Voilà, il y a plein de use cases. Ensuite, sur l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui, moi, me parle énormément parce que je considère que dans les pays développés, il y a un enjeu extrêmement important à faire en sorte que les tâches qui sont données à un employé, à un salarié, soit à la hauteur du monde dans lequel on vit et soit au maximum à valeur ajoutée. Et donc l'intelligence artificielle peut par définition faire en sorte que la valeur ajoutée augmente dans le quotidien, si tu veux, des salariés, pour que les tâches qui soient les tâches les plus rébarbatives soient faites par, pour le coup, une machine. On pense bien sûr au col bleu et à la logistique.
et à l'automatisation de la logistique, mais on pense aussi au passage en caisse, on pense à toutes sortes de... L'IA dans le passage en caisse, explique-moi. L'IA dans le passage en caisse, c'est l'IA et l'automatisation. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement dans le passage en caisse, aujourd'hui, une caissière, c'est pas le job le plus valorisant qui soit. Et il y a un nombre de boîtes hallucinantes qui se créent pour faire en sorte, avec la dynamique d'Amazon et d'Amazon Go aux États-Unis, on permette d'anticiper les flux dans un passage en caisse, on permette d'avoir un NFC qui permet de juste passer son panier et d'un coup avoir la note qui sort, l'addition qui sort. Enfin, je veux dire, il y a plein de use cases. Ça peut être à travers les vidéos de caméra surveillance qu'on utilise pas seulement sur la détection de vol, mais qu'on utilise aussi pour savoir quelles sont les ruptures de stock dans les rayons en un clin d'œil, versus quelqu'un qui passe faire des comptages. Voilà, donc des use cases, si tu veux, en retail physique. Je te pose la question parce que c'est toujours bien d'illustrer les propos. Bien sûr, des use cases en retail physique, si tu veux, il y en a vraiment importants. Tu vois, on a une boîte en portefeuille qui s'appelle Vision avec 2 E, qui est un outil d'intelligence artificielle qui se met sur les caméras de vidéosurveillance pour identifier les vols en magasin. Autant te dire, la résultante de ça, c'est que les magasins prennent moins de vigiles, et surtout que le vigile est dans un confort qui est beaucoup plus important, puisqu'il a un outil d'aide à la prise de décision qui lui permet, avec une intelligence artificielle, de détecter un vol et de pouvoir intervenir d'une part beaucoup plus vite et surtout le voir. Voilà, donc ça c'est dans l'air du temps, c'est l'avenir, et nous on mise énormément dessus. Tu vois, on a récemment financé l'entreprise de Cyril Bourgois, qui est l'ancien Omni, qui est l'ancien Chief Digital Officer du groupe Casino, qui est une intelligence artificielle et un outil qui permet d'optimiser le sell-out Amazon pour les gens qui vendent en marketplace à travers de l'optimisation automatisée d'un tas de critères. Bon, c'est génial, c'est mieux que d'être derrière une console, si tu veux, toute la journée et de le faire à la mano. Donc si tu veux, des use cases d'intelligence artificielle, sans que ce soit le mot magique, on en voit plein appliqués. Et ça, jusqu'à des choses qui sont extrêmement lourdes, puisqu'on a une boîte aux États-Unis qui s'appelle Ezra, qui fait de la détection de lésions cancéreuses à travers l'imagerie médicale, à travers l'IRM, qui a donc, à travers son intelligence artificielle, fait en sorte de screener 13 organes chez une personne et qu'elle puisse faire un check-up en 20 minutes. Donc, et là, pour le coup, on peut changer ta vie, parce qu'on peut, par définition, anticiper un certain nombre de choses. Donc, ça, on est voilà, très bullish sur la thématique. Et ensuite, la dernière, c'est la décarbonisation et la green tech, où c'est quelque chose en transverse, au-delà d'un certain nombre de transitions dont je parlais, qui sont un truc tout bête. Je veux dire, aujourd'hui, on a le véhicule électrique qui est en train de pénétrer de manière exponentielle, avec une infrastructure de recharge qui n'est pas du tout au niveau. Donc on avait des millions d'usagers qui allaient à la pompe à essence, qui vont devoir s'équiper chez eux et au bureau. Donc ça crée une opportunité de marché sur l'installation des bornes, où des sociétés qui installent des bornes ou qui fournissent des bornes sont en train de mobiliser des fonds incommensurables parce que juste il y en a besoin. Ça crée des besoins en termes de maintenance. Ça crée peut-être des besoins en termes d'intelligence artificielle pour de la maintenance prédictive. Donc ça crée une chaîne, si tu veux, de business potentiel qui est juste dingue. Et aller dans un monde respectueux, il y a des choses à faire à tous les étages. Il y a des choses à faire, tu vois, pour les amis commerçants qui nous écoutent. Il y a des choses à faire sur l'optimisation du shipping, il y a des choses à faire sur l'optimisation du packaging, les filières de recyclage du packaging. Enfin, et on peut rester très tard sur toutes les... Tu vois des dossiers arriver de, entre guillemets, réindustrialisation, c'est-à-dire des projets de montée de la production sur le territoire français ? Complètement. On a récemment financé Underdog, qui crée une filière de recyclage sur les produits ménagers, sur les produits électroménagers, donc machines à laver, frigidaires, etc. Société basée à Nantes. C'est vraiment un projet industriel, d'industrie 2.0, qui est complètement dans l'air du temps, qui lutte contre l'obsolescence programmée et qui répond à un besoin du consommateur, qui est de dire que le consommateur aujourd'hui, il y a une grande quote-part qui se dit que finalement, quand on achète, il faut acheter mieux pour que ça dure plus longtemps et éventuellement réparer plutôt que racheter. D'ailleurs, ce serait un bon point pour finir notre conversation, le consommateur. Comment toi, au travers des expériences qui sont les tiennes, que ce soit entrepreneuriales ou d'investisseurs, tu vois ces évolutions
se faire? Plus que de le voir, on l'embrasse et je dirais on le développe. Parce que quand tu finances en 2018 Yuka, comme ça a été notre cas, qui aujourd'hui a 40 millions d'utilisateurs sans avoir jamais payé un euro de marketing, qui a changé la donne, c'est le consommateur qui a changé la donne, parce que le consommateur a adopté massivement en fait Yuka pour savoir ce qu'il bouffait. Et par définition, les industriels se sont dit attends, c'est un vrai phénomène, il va falloir qu'on s'adapte en étant d'une part plus transparent, mais même mieux que ça. En changeant les recettes. Exactement. Et donc tu vois bien que l'effet ricochet, il part de l'utilisateur. 900 Care, 900 Care qui est vraiment un succès incroyable dans l'hygiène, puisque en fait, c'est absolument un non-sens si tu as un gel douche. C'est un gel douche. 900 Care, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des produits d'hygiène secs. Alors sec ou liquide, mais à faire soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, tu achètes un contenant avec, on a un stick qu'on a développé. Tu mets ton stick dans ta bouteille, tu mets de l'eau, tu secoues et tu as ton gel douche. Puisque dans le gel douche, c'est 80% d'eau, je ne sais pas combien. Plus de 95% d'eau et quelques pourcents de principes actifs dans une bouteille plastique. Bon, ça n'a aucun intérêt, ça n'a plus aucun intérêt. Donc en fait, tu as des vraies, je dirais, tendances profondes et qui se créent. Donc typiquement, énormément de familles se disent qu'il faut sortir du plastique, donc qui adoptent dans le foyer des solutions pour sortir du plastique. Et donc forcément, c'est poussé par le consommateur que les entrepreneurs ils disent voilà, je vais inventer quelque chose qui va répondre à ce besoin. Et donc là où tu as parfaitement raison, c'est qu'il faut énormément écouter. Nous, on pousse énormément d'ailleurs à faire beaucoup d'interviews consommateurs tout le temps et régulièrement, parce que tu te rends compte que les grandes innovations, et d'ailleurs tu te rends compte que les entreprises en consumer qui marchent le mieux sont les entreprises qui composent finalement leur développement, qui font leur développement produit en composant avec leurs clients. Tu citais Bonsoir, tu citais 900 Care, on citait Waterdrop, on citait tous ces succès direct to consumer. C'est des entrepreneurs et des entrepreneuses qui dans 100% des cas ont une vraie machine de guerre sur le fait de composer avec leur cœur de clientèle. Eh ben, écoute, merci 1000 fois Marc pour ces analyses, ce partage et retour d'expérience. J'ai été ravi de t'avoir. On s'est un peu couru après pour enregistrer cette interview. Elle a pu se faire. Je suis vraiment ravi. Merci pour tout. Merci à Comexposium, au One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le support apporté à cet épisode et au podcast en général. Merci à vous tous, les auditeurs, pour votre fidélité et les messages de soutien que vous pouvez m'envoyer. Marc, si on veut te contacter, LinkedIn, c'est bon. Avec plaisir et merci avec LinkedIn bien sûr et comme toujours et merci de l'invitation parce qu'on a passé un bon moment. Écoute, merci encore à toi et puis je te dis à très bientôt. À bientôt.